Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici de nouveau connectés sur notre chaîne de télévision, TSP Télévision, au travers de votre émission Écho de la jeunesse. Alors, comme vous l'avez si bien remarqué, aujourd'hui, nous avons changé de décor justement pour profiter de ce si beau temps. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Monsieur Jean Esaïe Ntimba, conseiller juridique et administratif du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, membre du Parti congolais du travail, avec qui nous allons échanger sur la mission du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique à Chengdu, en République populaire de Chine, sur la deuxième conférence du projet La ceinture et la route sur les échanges de la science et la technologie. Alors, Monsieur Jean Esaïe Ntimba, bonjour. Ravi de vous recevoir sur le plateau d'Écho de la jeunesse. Bonjour Madame, le plaisir est partagé. Alors, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de notre pays joue quel rôle dans la mise en œuvre du forum sur la coopération Afrique-Chine? Bien Madame, merci pour la question. Mais avant de répondre à votre question, je crois qu'il est important pour les téléspectateurs de dire quelque chose sur le FOCAC. Comme vous l'avez dit, le forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique, donc le FOCAC, est un cadre stratégique de coopération entre l'Afrique et la Chine et qui est donc fondé sur la logique du partenariat sud-sud. Donc on change un peu de décor parce que jusque-là on faisait la promotion de la coopération nord-sud et là il s'agit d'une coopération sud-sud. Et le FOCAC se focalise sur des échanges multiformes, c'est-à-dire que le FOCAC prend en compte tous les aspects du développement, que ce soit au plan économique, au plan politique, au plan de la gouvernance, au plan de la culture, de la recherche scientifique. En tout cas, vraiment, c'est des échanges multiformes. Donc, vous comprenez, Madame, que avec la mise en place du FOCAC, la Chine et les pays africains sont passés d'une simple coopération politique et commerciale à un partenariat stratégique global. Et donc, la Chine a donné le temps avec le plan de Beijing, sur la base duquel ont été dégagées 10 actions de partenariat sur lesquelles se base le FOCAC. Et dans ces 10 actions de partenariat, il y a diverses idées de projets. Ce n'est pas encore des projets, mais des idées de projets sur lesquels les pays africains peuvent donc monter des projets et qui peuvent être financés par la partie chinoise. Et donc la Chine finance entièrement le FOCAC à hauteur de 50 milliards de dollars, Madame. Donc c'est une chose intéressante pour les pays africains, surtout les pays africains au sud du Sahara, qui se cherchent encore. Donc il y a des parts à prendre en ce qui concerne notre pays au sein de ce forum, où la Chine nous demande de monter des projets et les soumettre à l'approbation de la partie chinoise pour bénéficier des financements. Voilà. Et donc pour répondre à votre question, vous devez savoir que le FOCAC est co-présidé par la Chine et un pays africain. Et donc depuis septembre 2024, le Congo a été choisi par ses pairs comme co-président. Et donc par conséquence, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, est co-président du FOCAC aux côtés du président chinois Xi Jinping. Et justement, c'est dans le cadre de l'exercice de ce mandat de 3 ans qui lui a été confié par ses pairs que le président de la République a choisi
M. Rigobert Mabundu, déjà à l'époque ministre, secrétaire permanent de la Task Force des politiques économiques et sociales, et aujourd'hui ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, comme expert assistant en la matière. Donc, monsieur le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique joue un rôle important aux côtés du président de la République dans l'accomplissement de la mission que ses pairs africains lui ont confiée. Alors, cette deuxième conférence s'est justement déroulée dans la ville de Shandou. Je suis justement tentée de vous demander quelle est alors la place de la ville de Shandou dans la mise en œuvre du projet La Ceinture et la Route. Oui, justement, c'est dans le cadre de la mise en projet, la mise en œuvre, j'allais dire, de ce projet, La Ceinture et la Route, sur les échanges sur la science et les technologies, que le gouvernement de la République populaire de Chine a invité le ministre de la Recherche scientifique à prendre part à cette conférence à Chengdu. Eh bien, vous me posez la question de savoir pourquoi la ville de Chengdu. Eh bien, la ville de Chengdu, c'est la capitale de la province de Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Et cette ville joue un rôle important dans la mise en œuvre du projet La Ceinture et la Route. D'abord, de par son histoire, parce que la ville de Chengdu a été la capitale du royaume de Shu, qui a joué un grand rôle dans la construction d'une Chine moderne. Et il faut également savoir que cette ville constituait un carrefour pour la route de la soie entre la Chine, l'Asie centrale et l'Europe. Maintenant, ce qu'il faut surtout retenir, madame, c'est les différents atouts qu'offre la ville de Chengdu. D'abord, sa population nombreuse. La ville de Chengdu compte pratiquement 26 millions d'habitants. Est-ce que vous représentez ça? C'est un atout. 26 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'un peu plus de 5 fois la population de notre pays. La ville de Chengdu a une économie dynamique qui se traduit par un produit intérieur brut en progression continue. Vous imaginez, madame, depuis 2000, le PIB de la ville de Chengdu a été multiplié par 7. Et on note dans cette ville des investissements de plus en plus lourds. Et il n'y a qu'à circuler dans la ville de Chengdu pour que vous vous rendiez compte effectivement du dynamisme de l'économie par la qualité des constructions, des infrastructures, des bâtiments. Vous savez, les économistes aiment dire que lorsque vous arrivez dans un pays, lorsque le bâtiment marche, c'est que l'économie marche. Et donc, la ville de Chengdu, par ailleurs, est le centre, est le berceau de la recherche scientifique et technologique en Chine. Et ça se traduit par la qualité de vie de cette ville de Chengdu. Donc, Chengdu présentait les meilleures conditions pour abriter la deuxième conférence pour la ceinture et la route sur les échanges de la science et les technologies. Alors, vous avez été membre de la délégation du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, où vous avez eu justement le privilège d'assister à cette deuxième conférence. J'aimerais vous demander quels ont été les points forts qui ont constitué le séjour du ministre conformément au programme reçu par la partie chinoise. Bien, madame, il faut retenir 3 moments forts qui ont marqué le séjour du ministre à Chengdu en Chine. D'abord, le premier moment, c'est la réunion bilatérale la réunion bilatérale avec la vice-ministre de la Science et de la Technologie de la République populaire de Chine. Et le deuxième moment fort, c'est la cérémonie d'ouverture qui a été placée sous l'autorité du vice-premier ministre chinois chargé des affaires d'État. Et enfin, la deuxième réunion ministérielle qui a réuni effectivement autour d'une table tous les
toutes les délégations ministérielles. Voilà donc les 3 moments. Alors nous avons retenu 3 moments. 3 points forts. 3 points forts, oui. Alors, en parlant de réunion bilatérale, sur quoi a porté la réunion bilatérale entre la vice-ministre chinoise de la science et la technologie, ainsi que le ministre congolais de la recherche scientifique et de l'innovation technologique? Bien, merci. Ça a été une réunion très importante. Et au cours de cette réunion, les 2 ministres ont fait le tour, le tour de la coopération entre les 2 pays. Ils sont revenus sur l'historique de la coopération entre le Congo et la Chine. Vous savez que la Chine a été l'un des premiers pays à signer des accords diplomatiques après l'accession de notre pays à l'indépendance. Et donc, depuis les années 60, notre pays a développé avec la Chine une coopération fructueuse qui a abouti à des résultats probants. Pour nous qui sommes des années 60, nous avons eu par exemple le bonheur de connaître une société commerciale d'État qu'on appelait à l'époque l'OFNACOM. Mais l'OFNACOM, c'est le fruit de la coopération avec la Chine. Nous avons eu la construction du barrage de Mukukulu. Hein? Ça aussi, c'est un fruit de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Nous avons également eu la construction du Palais des Congrès, qui a servi pendant longtemps de siège du Parlement. Et aujourd'hui, avec l'ouverture de la Chine au monde, vous constaterez que dans notre pays, en matière d'infrastructure, tout est presque chinois. Donc on a fait le tour de la question et les 2 ministres ont exprimé leur volonté de renforcer cette coopération sur la recherche scientifique et l'innovation technologique dans les domaines comme la santé, l'agriculture et l'intelligence artificielle. Alors, en parlant des points forts, vous avez énuméré le discours d'ouverture du vice-premier. Non, avant le discours d'ouverture, j'aimerais quand même compléter quelque chose qui, à mon avis, est très importante sur la première étape, c'est-à-dire la réunion bilatérale. J'ai parlé de volonté exprimée par les 2 ministres à dynamiser la coopération sur la recherche scientifique dans un certain nombre de domaines. Mais on ne s'est pas contenté de la parole. Cette volonté exprimée par les 2 ministres s'est traduite par la signature de 2 lettres d'intention. 2 lettres d'intention, si vous me permettez, madame, 2 lettres d'intention. Et la première lettre a porté sur la mise en œuvre d'un programme de coopération sur la science de l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation entre le ministère de la Science et de la Technologie de la Chine et le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de notre pays. Ça, c'est la première lettre. La deuxième a porté sur la mise en œuvre également d'un programme de coopération sur la science de la médecine traditionnelle chinoise, la technologie et l'innovation entre les 2 ministères. Madame, ce n'est pas rien. Vous allez me dire que ce ne sont que des intentions. Mais attention, nous avons l'habitude de dire que même le plus grand voyage commence par le premier pas. Ça, c'est déjà le premier pas que nous avons posé. Et avec la détermination de M. le ministre, nous sommes en train de travailler pour faire de telle sorte que ces intentions-là soient demain traduites par des accords de coopération en bonne et due forme qui vont booster la recherche scientifique de notre pays. Voilà. Et s'agissant par exemple de la deuxième lettre sur la médecine traditionnelle. Vous imaginez un accord sur entre notre pays et la Chine sur la médecine traditionnelle. C'est une bonne chose parce que vous savez que le niveau que la Chine a atteint en matière par exemple de santé, ça peut nous servir de modèle. Mais la Chine s'est appuyée pour atteindre ce niveau. Même dans le cadre de la médecine moderne, la Chine s'est appuyée
sur les connaissances traditionnelles. Donc c'est important pour nous. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, en attendant la signature des accords en bonne et due forme sur cette question, nous sommes déjà en train de mettre en œuvre un projet de coopération avec l'aide de l'ambassade de Chine au Congo qui va nous permettre de valoriser, les plantes médicinales de chez nous. Et ce projet est en cours entre notre centre de recherche en médecine, plutôt notre centre de recherche en santé, en sciences de la santé et l'ambassade de Chine. Donc on a déjà fait un pas dans ce sens-là. Donc ce n'est pas que des intentions. Lorsque nous parlons des engagements qui ont été pris à Chengdu, eh bien ça va porter du fruit dans quelques mois ou dans quelques années. Ouais. Alors en parlant des points forts justement qui ont marqué le séjour du ministre, vous avez énuméré le discours d'ouverture du vice-premier ministre chinois. Alors, j'aimerais savoir quelle a été la quintessence du discours d'ouverture du vice-premier ministre chinois chargé des affaires d'État. Bien évidemment, dans son discours d'ouverture, le vice-premier ministre chinois a dégagé l'importance du projet La ceinture et la route pour le gouvernement de la République populaire de Chine. Et sur ces points, il a essayé de présenter, en bref, quelques résultats déjà engrangés par ce projet. Vous avez par exemple 70 laboratoires qui ont été construits à travers le monde à partir de ce projet. 70 laboratoires de recherche, bien entendu, à travers le monde. Ce n'est pas rien. Vous avez 50 000 jeunes étudiants et 23 000 professionnels internationaux qui ont bénéficié des formations en Chine. Donc ça, ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner une idée effectivement sur l'importance que la Chine donne donc comment on appelle ça, à ce projet. Et il a également, le vice-premier ministre chinois a également lancé un appel à ses pairs pour construire une communauté de la science et de la technologie. Parce qu'on estime que la science ou les résultats de la recherche scientifique ou de l'innovation technologique devraient être un bien qu'on devrait partager en commun. Voilà pourquoi il faut encourager la coopération dans ces différents domaines pour faire de telle sorte que lorsqu'il y a une trouvaille quelque part, que cette trouvaille ou bien cette invention ou bien le résultat d'une recherche puisse bénéficier à l'humanité tout entière. Alors, vous avez eu l'honneur de faire partie de la délégation du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, oui. Notamment sur le projet La ceinture et la route. Alors, qu'avez-vous retenu de la deuxième réunion ministérielle de l'innovation scientifique et technologique? Bien, ça a été une étape importante de cette mission. Cette réunion a été organisée sous la forme d'une table ronde. Et c'est au cours de cette table ronde que les différentes délégations ministérielles ont fait des communications. Et toutes les communications qui ont été faites au cours de cette réunion ont convergé vers une vision commune, à savoir promouvoir une communauté de la science, de la technologie et de l'innovation, où la priorité devrait être donnée aux efforts communs. Parce que dans le cadre de la recherche, c'est plus efficace de travailler ensemble, de bâtir des synergies que de faire les choses de manière solidaire. Donc une communauté du savoir et de la connaissance, où on met ensemble
les efforts, pour se partager les résultats. Voilà. Et donc, dans cet élan, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, M. Rigobert Mabundu, a donc fait une communication au cours de cette réunion, une communication sur le thème « Renforcer les efforts de recherche conjoints et favoriser des échanges plus étroits entre les professionnels scientifiques ». Alors, au cours de son exposé, le ministre Rigobert Mabundu a mis l'accent sur deux aspects. Le premier aspect, c'est sur les faiblesses des systèmes de recherche nationaux, notamment en Afrique au sud du Sahara. Et dans cette partie, le ministre a montré la précarité dans laquelle se trouve la recherche scientifique en Afrique au sud du Sahara à travers quelques statistiques. Tenez, madame. Donc, vous avez par exemple, au plan de la représentation mondiale, l'Afrique ne représente que 2,4% des scientifiques mondiaux. Donc, si vous prenez 100 scientifiques à travers le monde, les Africains ne représentent qu'un pourcentage de 2,4%. C'est triste. C'est une réalité triste. Moins de 1% seulement de dépôt de brevets. C'est-à-dire que quand vous avez fait une trouvaille ou une invention, pour qu'elle devienne officielle, il faut obtenir un brevet. Et il y a des organismes habilités pour délivrer ces brevets-là. Et l'Afrique ne représente que 1% seulement des dépôts de brevets. Et vous avez également, dans l'exposé du ministre, vous avez 4% seulement des publications. 4%. Mais la force de la recherche se traduit à travers le nombre de publications dans un pays. Or, l'Afrique ne représente que 4% des publications scientifiques à travers le monde. Bon, rien que ces quelques statistiques montrent alors la situation dans laquelle se trouve la recherche scientifique en Afrique, notamment au sud du Sahara. Et le deuxième point de son intervention, c'est les bases du renforcement. Les bases du renforcement d'un réseau solide de coopération scientifique et technologique en vue de faire de la recherche un levier essentiel pour le développement de nos pays. Et là, il a lancé un vibrant appel à ses pairs pour faire de la recherche scientifique et de l'innovation technologique des priorités mondiales. Faire de la recherche scientifique et de l'innovation technologique des priorités mondiales. C'est dire que le Congo a su faire entendre sa voix au cours de cette conférence. Alors, et le ministre a estimé que c'est possible, c'est possible de faire que ces deux leviers deviennent des priorités mondiales. Et il a indiqué, il a recommandé la valorisation de 4 axes. Le premier axe, c'est la solidarité des chercheurs à travers des thématiques communes. La solidarité des chercheurs. Le second axe, c'est le décloisonnement de la recherche. Alors, quand je parle de solidarité des chercheurs et de décloisonnement, je vais prendre le cas de notre pays. Si vous regardez un peu la situation de la recherche dans notre pays, vous allez constater qu'il y a plusieurs pôles de recherche. Nous sommes le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Mais la santé aussi fait de la recherche. L'économie forestière fait aussi de la recherche. Alors, pour être plus efficace, le ministre a recommandé la solidarité. Il a recommandé le décloisonnement, c'est-à-dire casser les barrières entre les différents acteurs. Casser les barrières entre les différents acteurs. Si nous voulons par exemple faire de la recherche, on peut retenir par exemple sur une thématique qui concerne le ministère de la Recherche scientifique, qui peut concerner le ministère de l'économie forestière ou que sais-je. On peut emprunter des schémas communs pour arriver à des résultats plus efficaces. Ça, c'est au plan national. Mais c'est valable au plan international. Je vais vous prendre un exemple.
nous sommes au niveau de la sous-région Afrique centrale. Je prends le cas par exemple de l'élevage, qui souffre par exemple de plusieurs maladies zonales comme la trypanosomiase bovine. Mais si le Congo fait des recherches sur cette maladie, mais cette maladie ne frappe pas que le Congo. La Centrafrique est concernée, le Cameroun est concerné, la RDC. D'où il faut mettre ensemble les synergies pour aboutir à des résultats qui peuvent nous permettre de sortir d'un problème qui nous frappe nous tous. Donc vous voyez l'intérêt de la solidarité. L'intérêt de la solidarité dans le cadre de la recherche. Et la quatrième recommandation, c'est la priorité qui devrait être donnée. La priorité qui devrait être donnée au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Si vous regardez dans nos pays, les budgets accordés à la recherche scientifique et à l'innovation technologique, c'est des budgets de misère. C'est des budgets qui n'arrivent même pas à représenter 1% des budgets nationaux. Alors qu'on ne peut pas parler du développement sans la recherche scientifique. Et enfin, le dernier axe indiqué par le ministre, c'est le partage dans la valorisation des résultats de la recherche. C'est-à-dire que quand il y a eu une innovation ou une découverte quelque part, il faut faire de telle sorte que le résultat soit partagé pour le bien de l'humanité tout entière. Voilà donc ce qui a été dit au cours de cette réunion ministérielle, la deuxième qu'on a appelée la deuxième réunion ministérielle. Alors, vous sortez fraîchement de votre mission de travail, une mission très fructueuse justement de votre ministère. Oui. Alors, quelles leçons tirez-vous justement de la tenue de cette conférence? Oui, bon, mais madame, vous avez constaté vous-même que ça n'a pas été, cette mission n'a pas été une balade de santé. Cette mission était une mission très importante. Et je dirais en conclusion que la conférence pour la ceinture et la route sur les échanges sur la science et les technologies est une opportunité qui est offerte aux pays membres, pour bâtir une communauté internationale de la science, de la connaissance et du savoir, et qui devrait constituer un levier pour le développement équilibré des États. Parce que vous voyez que le monde avance à pas décalé. Donc il y a un monde qui est développé, un autre monde. Mais si on ne peut se partager les résultats de la recherche, je crois que le monde deviendrait plus ou moins équilibré. Plus ou moins équilibré. Et donc ça c'est au plan international. Maintenant, au plan national, évidemment, la participation du ministre à la deuxième édition de la conférence pour la ceinture et la route sur les échanges de la science et la technologie a permis à la République du Congo d'abord de mieux s'intégrer dans ce réseau. Parce que c'est un réseau, et de tisser des liens solides qui peuvent permettre à la recherche scientifique de notre pays de retrouver ses lettres de noblesse et d'atteindre les standards internationaux. Quand je parle des lettres de noblesse, c'est parce que, peut-être que vous ne le savez pas, madame, la recherche scientifique dans notre pays a connu ces lettres de noblesse dans le passé, a enregistré des résultats probants, mais nous avons reculé. Et pour preuve, j'en veux pour preuve, par exemple, les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de la recherche agronomique à l'UDIMA, où nous avons obtenu la mise en place des, comment vous appelez ça, des variétés de mangue qui aujourd'hui se retrouvent dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et qui en tirent profit. Le palmier à huile qui se retrouve en Malaisie. C'est le résultat de la recherche qui a été menée par des Congolais dans notre pays. Donc je crois que la participation à cette conférence, c'est un bon coup de pouce pour notre pays, pour essayer de nous réveiller et de retrouver nos lettres de noblesse. Alors nous voici arrivés au terme de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Bien, le mot de la fin, je dirais qu'à l'instar du
de M. Rigobert Mabundu, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, qui a lancé un vibrant appel à ses pairs pour faire de la science, l'innovation et la technologie des priorités mondiales. Et moi, j'invite le gouvernement de la République à faire de ces 3 leviers du développement des priorités nationales. Car en effet, on ne peut pas parler de développement sans la science, sans l'innovation, sans la technologie. Et je crois que la Chine représente un exemple très frappant qui peut nous servir de modèle. Voilà, madame. Alors, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de notre émission. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir M. Jean-Esaïe Timba, conseiller administratif et juridique du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, avec qui nous avons échangé sur ce plateau sur la mission du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique à Chengdu, en République populaire de Chine, sur la 2e conférence du projet La ceinture et la route sur les échanges de la science et la technologie. Alors on se dit au revoir et surtout restez connectés. À très bientôt.